Bonjour et bienvenue à tous pour cette plénière de clôture du sommet virtuel du climat sur le thème « Il n'y a pas que les gaz à effet de serre dans la vie ». Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et aussi du sommet virtuel du climat. Et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir en ce début d'après-midi. Avec moi, j'ai Agnès Alloseri, responsable du pôle Europe et international à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Sébastien Denis, directeur santé-environnement travail chez Santé publique France, et notre animateur du jour, Olivier Ponsimol, membre de l'APCC, de Citoyens pour le climat et fondateur du cabinet Welia. Nous sommes ensemble pour 1h30. Avant de commencer, donc quelques mots sur cet événement qui a duré 2 semaines et en particulier vous rappeler sa mission qui est de permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Et donc, comme vous avez pu le voir pendant les 2 semaines qui viennent de se dérouler, on a eu près de 50 conférences et ateliers qui seront disponibles en replay courant décembre si vous en avez manqué tout ou partie. Je précise également que cet événement qui est initié et coordonné par la PCC est coporté par l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la fédération Sinov. Également, je voudrais remercier nos nombreux sponsors et partenaires, ainsi que tous ceux qui nous ont soutenus de vraiment plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Et comme nous avons eu à cœur de vous proposer un événement gratuit et accessible à tous, vous avez néanmoins la possibilité de nous soutenir et de contribuer à la pérennité du sommet virtuel du climat sur ces prochaines éditions en nous faisant un don, et je vous remettrai le lien dans le chat un peu plus tard durant la conférence. Avant de passer la parole à Olivier, quelques aspects logistiques. Donc, en particulier, posez vos questions dans l'onglet questions-réponses si vous avez seulement des commentaires ou des remarques, vous pourrez les faire dans l'onglet discussion en prêtant attention aux destinataires. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir attaquer cette dernière conférence du sommet virtuel du climat et je passe la parole à Olivier. À toi le micro, Olivier, c'est parti. C'est parti. Merci beaucoup, Emeline. Alors, je partage mon écran pour pouvoir passer les slides. Donc, bienvenue à toutes et à tous et merci de vous être inscrites et inscrits aussi nombreux sur cette conférence de clôture du sommet virtuel du climat. Avant de commencer, je vais laisser la parole 2 minutes à Agnès et à Sébastien pour qu'ils se présentent un peu plus en détail. Et ensuite, nous allons regarder s'il n'y a vraiment pas que les gaz à effet de serre dans la vie. Agnès ? Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous et merci beaucoup de cette invitation. Je suis honorée et ravie de pouvoir représenter les enjeux biodiversité dans une conférence qui lie à la fois climat, biodiversité et santé. Moi, je serai la voix plus biodiversité dans cette conférence. Je travaille à la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité et en tant que responsable du département coordination européenne et internationale. Et je vous parlerai surtout des travaux qui ont lieu au niveau international, justement, par la plateforme IPBES, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. C'est assez long à dire, donc je vais dire IPBES pendant le reste de la conférence. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Et je suis également très honoré et très heureux de participer à cette conférence au titre très pertinent. Je représente Santé publique France, qui est l'Agence nationale de santé publique, qui a donc pour mission de protéger et d'améliorer l'état de santé de la population française, qui est sous tutelle du ministère de la Santé. Je dirige dans cette agence la direction santé environnement travail, dont la mission principale est d'objectiver les impacts de l'environnement général ou professionnel sur la santé des populations, en particulier des populations les plus vulnérables, et que bien évidemment, un des sujets qui nous tient à cœur est l'impact du changement climatique sur la santé de ces populations. J'aurai à cœur de vous présenter les travaux de l'agence, mais aussi de vous dire comment la santé, et la santé publique en particulier, peut être un réel levier d'action pour atténuer ou adapter les populations et les environnements au changement climatique.
Et effectivement, donc, pendant ces 2 semaines, vous avez pu suivre un certain nombre de conférences qui traitent de ces grands enjeux, de l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation soit des entreprises, soit de la collectivité aux changements climatiques qui sont déjà enclenchés par les émissions qui ont déjà eu lieu dans le siècle dernier et début de ce siècle. Et également une dernière partie de conférence qui était liée au domaine de ce qu'on appelle généralement la compensation, qu'on appelle plutôt en fait la contribution à la séquestration, la contribution à la neutralité, qui consiste à refaire sortir de l'atmosphère le plus possible de ces gaz à effet de serre, le tout pour maintenir un climat qui soit le plus compatible possible avec la vie humaine. Et donc, après toute cette semaine et ces 50 ateliers qui étaient très focalisés sur les gaz à effet de serre, même si, et notamment hier, on a parlé aussi de biodiversité dans un atelier, le but de la discussion de cet après-midi est de dézoomer un petit peu de cette situation des gaz à effet de serre pour ne pas rater en fait d'autres effets majeurs qui sont en fait en train de peser de plus en plus sur la population mondiale, à savoir l'effondrement de la biodiversité et par ce changement climatique et cet effondrement de la biodiversité, des menaces sur la santé humaine. Alors, on va déjà faire un premier lien sur le climat et la biodiversité, justement sur la base d'une publication de l'IPBES qui montre en fait que toutes les causes indirectes indirectes mais liées à l'activité humaine, que ce soit sur les facteurs démographiques, socioculturels et bien évidemment en grande partie économiques et technologiques, eh bien, ces activités humaines, en fait, font partie des facteurs directs de déclin des populations des végétaux et des animaux. Chaque catégorie d'écosystème est impactée de manière différente par les activités humaines, mais ce qu'on peut voir, c'est que globalement, le changement climatique est quand même en bonne place, et d'ailleurs, il est sur le podium des grandes causes de déclin de la biodiversité. Mais l'atteinte et la modification de la biodiversité a également un effet très marqué sur la santé. Nous le savons, malheureusement, nous l'avons bien appris depuis l'année dernière, puisque l'activité humaine, le fait d'aller empiéter de plus en plus sur des territoires sauvages, la mise en contact d'animaux d'élevage et d'animaux sauvages, engendre l'émergence d'un certain nombre de nouvelles maladies et la quasi-totalité de ces maladies sont liées en fait à ce qu'on appelle des changements d'attribution des sols. Donc le fait qu'on vienne typiquement déforester ou venir gagner des territoires sur des zones sauvages qui précipite en fait le passage d'une maladie d'un animal sauvage vers un animal d'élevage, puis vers l'homme. Et non seulement c'est l'histoire a priori qui est en fait c'est la thèse la plus probable d'apparition de la Covid, mais 70% des maladies émergentes ont ce profil-là, c'est-à-dire une zoonose, une transmission d'un virus ou d'une bactérie d'un animal sauvage vers l'homme. Et la quasi-totalité des grandes pandémies qu'on a connues donc sur la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle sont causées par ces zoonoses. Donc il y a vraiment un lien très fort entre biodiversité et santé. Et enfin, entre climat et santé, alors vous avez eu un certain nombre de présentations et dès la présentation d'ouverture avec Valérie Masson-Delmotte, le rappel que le changement climatique est d'ampleur suffisante pour créer tout un ensemble de conséquences sanitaires graves. Alors ça peut être des effets directs, ceux auxquels on pense le plus, les canicules, les vagues de froid qui vont venir alors que nous en déshabituons, plus ou moins, et donc leur impact est un peu plus fort. Les événements extrêmes de type inondation, et malheureusement on a eu beaucoup d'exemples
exemple, en Europe de l'Ouest cet été, les ouragans, les tempêtes et les feux de forêt. Donc là, on pense particulièrement à la situation qui a été vécue dans les alentours de Lytton au Canada. Mais il ne faut pas oublier derrière ces effets qui sont directs, très visibles et très souvent commentés au niveau des médias, tous les effets indirects de pollution de l'air, de l'eau et des sols. La pollution de l'air qui est responsable de 7 à 8 millions de morts par an et pourtant dont on parle relativement peu. Les modifications des écosystèmes et notamment des ressources en eau, avec des pays qui voient leur eau potable en fait se saliniser par exemple de plus en plus. Les maladies vectorielles transmises par typiquement les moustiques ou une bactérie comme le choléra par exemple. Et puis des impacts aussi sur la santé mentale, puisque quand on est soumis à ces événements extrêmes, ou quand on est soumis à cette impression d'effondrement de la biodiversité et puis des conditions climatiques, on va avoir une pression sur la santé mentale qui va être très forte. Et enfin, et ça c'est dit malheureusement très clairement dans les rapports du GIEC, les tensions sur les rendements agricoles, sur la disponibilité de l'eau potable et sur un certain nombre d'autres enjeux comme les matières premières détériorent aussi le contexte socio-économique et emmènent des déplacements de population, voire des conflits qui ont bien évidemment portent une atteinte claire à la santé au niveau mondial. Alors, on va revenir d'abord sur la partie de la biodiversité en commençant par les 5 grandes causes d'effondrement de cette biodiversité, Agnès. Oui, merci beaucoup Olivier. Et donc, tu as bien montré sur le premier graphe que tu avais sur l'écran. On a toutes sortes de taxons, donc des grandes familles d'espèces et également toutes sortes d'écosystèmes qui sont affectés par ces différents facteurs d'érosion de la biodiversité. Donc, voilà les 5 grands facteurs épinglés par l'IPBES. Ils ont pu être aussi hiérarchisés, priorisés selon les espèces. Mais ce qui est important aussi de garder en tête, ce sont qu'en fait, ces facteurs sont en interaction et se renforcent mutuellement. Et les changements climatiques, notamment, ont vraiment un impact sur tous les autres facteurs en les aggravant. Donc, même si c'est la 3e cause aujourd'hui en termes d'importance d'espèces concernées directement affectées par le changement climatique, il a une action beaucoup plus pernicieuse du fait qu'en fait, il va rendre les espèces moins résilientes, moins propres à s'adapter aux nombreuses autres pressions qu'elles rencontrent via ces différents facteurs. Pour prendre un exemple d'interaction, par exemple, les espèces exotiques envahissantes, donc ce sont ces espèces qui sont introduites par l'homme et qui vont proliférer à un endroit où elles étaient complètement absentes au début. Et avec le changement climatique, en fait, elles vont avoir des situations climatiques plus favorables qui vont faire qu'elles peuvent proliférer et complètement remplacer la biodiversité et éradiquer la biodiversité de certains endroits. Donc, par exemple, là, celle qui est sur l'écran, c'est l'écrevisse de Louisiane, qui est apparue dans les cours d'eau français et qui est un vrai problème parce qu'elle est carnivore et qu'elle prend toutes les ressources des autres organismes carnivores des cours d'eau et parce qu'elle est aussi évidemment en prédation directe sur les espèces herbivores. Donc, on a des effondrements d'écosystèmes qui se produisent ainsi par les espèces exotiques envahissantes. Ensuite, donc pour revenir un peu sur les grandes conclusions de l'IPBES, vous aviez peut-être entendu parler de ce rapport qui avait fait la une des journaux et notamment le chiffre clé du million d'espèces menacées d'extinction. Donc, ça avait fait couler beaucoup d'encre en 2019. C'est quand même encore assez repris. Je tiens à signaler que du côté de la communauté de recherche scientifique, en fait, au-delà du nombre d'espèces menacées d'extinction, ce qui est important, c'est l'effondrement des populations. Puisque finalement, une espèce n'est éteinte que quand l'individu zéro a disparu, alors que, en fait, la biodiversité a un vrai problème fonctionnel si le nombre, la masse d'espèces est réduite. Et par exemple, aujourd'hui, on sait que 75% des grands mammifères terrestres ont disparu et que leur aire de répartition s'est réduite aussi de 75%. Donc, en fait, on a beau avoir quelques espèces encore qui sont pris en compte dans l'évaluation de la menace d'extinction,
Mais quand on réduit ainsi les populations, de nouveau, on a des problèmes pour leur résilience. Et puis aussi, en fait, il manque le brassage génétique qui va permettre à une espèce de vraiment perdurer sur le long terme. Donc voilà, je tenais à préciser ça parce que c'est un point qui est important d'un point de vue écologique. C'est qu'au-delà de millions d'espèces menacées d'extinction, c'est peut-être toutes ces espèces moins charismatiques, voilà, les moineaux, enfin les populations d'espèces domestiques ou en tout cas très proches des humains, la biodiversité en ville, qui s'effondrent. C'est aussi préoccupant, voire plus préoccupant selon les lunettes qu'on prend, que le nombre global d'espèces menacées d'extinction. Là, je vous parle d'espèces, il y a aussi l'enjeu des écosystèmes. Vous avez peut-être entendu parler des écosystèmes coralliens qui font partie des écosystèmes les plus menacés par le changement climatique, puisqu'en fait, l'eau se réchauffe et donc les organismes coralliens n'arrivent pas à s'adapter. Ça crée le phénomène de blanchiment des coraux. Et aujourd'hui, on a perdu à peu près la moitié de la superficie de récifs coralliens par rapport à celle qu'on avait en 1870. Et les scénarios aussi bien remontés par le GIEC et par l'IPBES. Donc, le GIEC, vous connaissez, hein, c'est la plateforme d'expertise internationale sur le climat qui fait des rapports similaires à l'IPBES. Et d'après donc leurs travaux, on aurait, dans un scénario de réchauffement à 1,5 degré, on n'aurait plus que 10 à 30% de la superficie originelle couverte par les coraux qui serait maintenue. Et dans un scénario de réchauffement à plus de degrés, on arriverait à quasiment 1% ou moins d'1% de la surface des coraux. Donc voilà, cet écosystème-là serait complètement disparu à cause du réchauffement climatique. Un autre écosystème qui peut faire l'objet d'un intérêt particulier pour nous dans le cadre de cette conférence, c'est celle sur les zones humides, puisque donc aujourd'hui, elles ont également été massivement transformées. On a 85% des zones humides qui ont disparu depuis 1700, essentiellement parce qu'elles ont été drainées pour l'agriculture ou l'urbanisation. Et en fait, elles ont un impact pour le climat parce que certaines stockent du carbone et vont contribuer aux émissions de gaz à effet de serre en étant converties. Hein. C'est le cas des tourbières, notamment en Indonésie, par exemple. On en a pas mal parlé aussi dans les médias. Alors que ces zones humides jouent un rôle critique pour lutter face aux modifications du climat et notamment les inondations, puisque par exemple, elles ont un rôle d'éponge et donc peuvent vraiment aider à réguler les flux qui vont ensuite impacter les habitants. Voilà, donc ce qui est important de retenir ici, c'est que les écosystèmes sont à la fois des victimes du changement climatique, mais sont aussi des contributeurs du changement climatique, puisque le changement de ces écosystèmes va entraîner des modifications. Et notamment des modifications dans les services de régulation. Donc, c'est un graphique un peu compliqué qui est tiré aussi de l'IPBES, mais qui montre en gros la tendance que les écosystèmes ont pour rendre des services aux sociétés humaines. Donc, je vous ai parlé de la régulation des flux, par exemple, des grosses pluies, etc. Mais il y a aussi les services alimentaires comme la pollinisation, tout ce qui est aussi régulation des organismes et circulation des pathogènes, mais on en reviendra sur les approches santé. Donc, tous ces services qui sont finalement qui ne sont pas très tangibles, sont en train de décliner parce que les écosystèmes disparaissent au profit d'une utilisation vraiment matérielle et extractive des écosystèmes. Donc, ce sont les deux en bas à gauche qui sont encore en vert et encore en hausse et qui concernent en fait la production alimentaire, l'extraction de matériel et de matière et la production d'énergie. Donc, en fait, en ayant une exploitation non durable des écosystèmes, on n'obtient que ces services de provision et on perd toutes ces fonctions de régulation qui sont essentielles pour le climat et pour la santé. Donc, oui, tu peux avancer parce qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent sur l'écran. C'est sur les. Donc voilà, donc là c'est pour vous donner simplement un œil sur les enjeux de santé qu'on va aborder tout à l'heure, mais vous avez voilà, quelques chiffres clés aussi qui ont fait l'objet d'un rapport dédié de l'IPBES en 2020 sur la question de pandémie et biodiversité. On va en discuter un peu plus. Là, j'ai mis les aspects tropicaux, mais il faut aussi penser qu'en fait, ça nous touche, nous aussi, en tant qu'Européens,
Par exemple, on travaille avec une scientifique qui étudie la circulation des coronavirus dans les rongeurs qui sont dans les parcs urbains et comment la diversité de ces rongeurs, de leur microbiome et des pratiques de gestion des espaces verts en milieu urbain peut favoriser ou non l'émergence de zoonoses. Donc, voilà, ce n'est pas pour agiter le grand épouvantail, mais c'est pour dire aussi que ces enjeux nous concernent. Et peut-être sur la dernière diapo, en fait, cette pression qui fait aussi qu'on a l'émergence de maladies et un appauvrissement des populations est assez révélateur par ces infographies qui sont tirées d'un papier scientifique sorti en 2019 qui mesure la biomasse, donc le volume que chaque groupe d'espèces occupe sur Terre. Et donc, comme vous pouvez le voir avec le petit rhinocéros et la chouette, on a une claire disproportion entre les espèces sauvages et les espèces domestiques, donc uniquement dédiées à l'alimentation humaine et qui sont aussi, je tiens à le signaler, d'une biodiversité très pauvre. On a une vraie richesse de diversité domestique qu'aujourd'hui on a perdu pour exploiter certains traits. On veut que les vaches produisent plein de lait, on veut que les poulets soient tous bien dodus. Et en fait, il y a une sélection génétique et un appauvrissement qui pose aussi problème pour les questions de santé et de résilience au changement climatique. Merci Agnès. Alors, avant de passer à Sébastien pour l'aspect santé, il y a une question, je pense, qui peut être répondue directement, d'une personne qui demandait si justement, quand on parle des espèces invasives qui viennent détruire un écosystème, de savoir s'il y a des cas où en fait, un autre écosystème se reconstruit autour de cette espèce, ou si l'arrivée d'une espèce invasive amène quasiment tout le temps en fait, juste un effondrement de l'écosystème et sans apport bénéfique derrière. Oui, alors je suis malheureusement pas spécialiste de cette question-là. Je vais m'y frotter très prochainement puisque l'IBES va sortir un rapport sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle. Donc, je pourrais vous en dire plus d'ici 18 mois. En attendant, à ma connaissance, non. En fait, comme il y a tout un enchaînement de chaînes trophiques et d'équilibre dans un écosystème fonctionnel, et les espèces exotiques envahissantes vont tout bouleverser. Et il n'y a pas elles n'amènent pas en fait la richesse des écosystèmes natifs, par exemple, d'où elles viennent, où il pouvait y avoir un équilibre. Donc, voilà. Justement, elles amènent une seule espèce. Voilà, et que les ressources alimentaires locales, les habitats ne vont pas, eux, s'adapter à cette espèce, ou alors elles auraient besoin d'un temps beaucoup plus long. Et pour répondre à Julius qui pose la question, donc on va remontrer le graphe originel qui est celui de la publication. Mais effectivement, si on prend en masse de mammifères, donc 100 millions de tonnes de carbone dans les espèces d'élevage, 60 millions dans le poids des humains, le poids en carbone des humains, et seulement 7 millions dans les mammifères sauvages, qui fait que oui, en masse, en poids d'individus, nous, 7,5 milliards d'humains, représentons 36% de la masse des mammifères dans le monde. Et je laisse maintenant la parole pour les aspects santé à Sébastien. Alors, merci Olivier, merci Agnès. Alors, effectivement, ces aspects santé ne peuvent pas être déconnectés des aspects qu'Agnès vient d'exposer sur les questions de biodiversité et de services écosystémiques. Et on y reviendra dans la suite de la présentation. Ce qui me semble important de dire, c'est que, et comme Agnès l'a dit aussi sur la question de la biodiversité, c'est que ces enjeux de lien entre les changements climatiques et l'altération de la biodiversité ne sont pas des enjeux qui ne nous concernent pas parce qu'on est en France ou en Europe. Ce sont bien des enjeux qui nous concernent dès à présent et pour lesquels des impacts en santé sont d'ores et déjà visibles. Alors, je voulais reprendre un exemple qu'Agnès a évoqué sur l'effet de la température. Agnès l'a évoqué sur la question des coraux, par exemple. Moi, je voulais reprendre cet exemple-là sur la question de la santé humaine. Alors, la température est évidemment un paramètre auquel on est tous tout à fait habitués et on a tous plus ou moins vécu des vagues de chaleur estivales. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation des vagues de chaleur en intensité et en fréquence a été soulignée comme étant probablement liée à l'impact des changements climatiques, de même que l'augmentation de l'intensité de la fréquence
d'un certain nombre d'autres événements climatiques extrêmes. Olivier a mentionné par exemple les inondations qui ont lieu cet été dans le centre de l'Europe. On pourrait parler aussi des ouragans tels que Irma ou Maria qui ont eu lieu il y a quelques années aux Antilles et dont le GIEC a souligné le lien probable avec la question des changements climatiques. Là, juste une observation sur cette diapositive, qui est une observation météorologique issue des données de Météo France, qui montre la part des canicules observées sur la période 70-2016 survenue après 2004 et par département. Donc, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'on voit qu'une proportion importante de canicules, notamment pour ce qui concerne la partie centre-est de notre territoire métropolitain, est intervenue après 2004 et pour certains d'entre elles jusqu'à plus de 60% des vagues de chaleur après cette date-là. Donc, rien que sur le plan de l'observation, on peut voir cette augmentation qui se traduit à l'échelle d'une génération, même pas, de la fréquence de ces vagues de chaleur et on voit aussi l'augmentation de l'intensité. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, évidemment, dans un contexte où on se dirige vers une augmentation des températures avec des scénarios que vous avez ici, ou si on souhaite rester sur l'objectif de l'accord de Paris, il est inévitable de toute façon qu'il est probable et inévitable que ces vagues de chaleur vont encore augmenter en intensité et en fréquence. Et donc, vraiment, l'important est de s'interroger sur l'impact de ces vagues de chaleur sur la santé. Diapositive suivante. Ce qu'on voit, c'est que la canicule de 2003, qui doit rester dans nos mémoires, puisque c'est une canicule qui a été extrême en termes d'impact, puisqu'elle a engendré 15 000 décès, ce qui est absolument considérable. Il n'y a jamais eu de canicule plus importante depuis, et qui a permis par ailleurs de structurer le réseau de surveillance en matière de santé en France, avec la remontée des signaux en provenance des hôpitaux, se situe finalement dans un scénario médian. Si on regarde les projections selon les scénarios les plus défavorables, c'est-à-dire que vous avez la canicule de 2003 qui est située avec la flèche, je ne sais pas si c'est très visible, et donc probablement, sous certains scénarios, des régions du monde pourraient devenir inhabitables, voire des régions en France pourraient devenir difficilement habitables. Et si vous étiez sur le territoire des Hauts-de-France en 2020, on a déjà eu une canicule très intense qui s'est traduite avec un déclenchement de la vigilance rouge de la période d'alerte canicule pendant une durée relativement longue d'à peu près 15 jours. Diapositive suivante. Alors, la température a un impact immédiat sur la santé, évidemment par des phénomènes de morbidité, des malaises, des amplifications d'un certain nombre de pathologies chroniques, mais et le plus sensible est que la mortalité peut avoir un impact immédiat, la température, pardon, peut avoir un impact immédiat sur la mortalité. Donc ici, c'est un graphe qui est issu d'une série temporelle, donc c'est une forme d'étude épidémiologique qui a été faite sur la base de 18 villes françaises métropolitaines et qui a, sur un épisode, enfin sur une période de 20 années, mis en relation des données de température et des données de mortalité, puisqu'on dispose d'un système de surveillance de la mortalité et que Météo France dispose des données de surveillance de la température. Ce que montre ce graphique, et c'est la partie droite qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que dès lors qu'on est exposé à des températures très extrêmes et parmi les plus extrêmes que celles qui n'ont jamais été enregistrées, donc dans le haut de la distribution, le risque de mortalité est absolument multiplié par rapport à des températures qu'on retrouve classiquement dans nos environnements. Donc, c'est-à-dire que même sous nos latitudes, une augmentation importante de la température, et c'est ce qu'on observe dans des vagues de chaleur les plus intenses, peut engendrer des risques très importants de mortalité, évidemment pour des populations en priorité les plus fragiles. Et donc là, on voit réellement l'impact de la température sur la mortalité qui traduit des phénomènes de difficulté de thermorégulation sur un plan physiologique notamment. Diapositive suivante, Olivier, s'il te plaît. Donc, ici, un petit bilan de ces différents impacts pour des années très proches des nôtres. Donc, j'ai déjà cité le chiffre emblématique de 15 000 décès qui a été un vrai déclencheur, encore une fois, dans la prise de conscience de ces impacts, de ces événements extrêmes sur la santé. Mais on peut aussi citer le chiffre de plus de 39 000 décès en excès observés pendant les canicules depuis 1970. Avec, donc 2003, j'ai déjà cité, mais proche de nous, 2019 avec 1500 décès en excès, 2018 avec 1600 décès en excès. Alors évidemment, cet enjeu, 1500, ça peut sembler assez faible. Si on prend en comparaison l'impact de l'épidémie Covid, évidemment, c'est un chiffre faible. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des actions, et on en parlera sur la séquence prochaine,
permettent d'éviter ou permettraient d'éviter. C'est bien là tout le sens de l'action de santé publique. Si l'on estime le coût, on est en capacité avec des collègues économistes d'estimer le coût lié à l'impact sanitaire de ces effets. En fait, on a estimé qu'entre 2015 et 2019, la somme des restrictions d'activité, de recours aux soins et de mortalité avait engendré un coût de 21 milliards d'euros de coûts directs et indirects. Et donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le coût de l'inaction. C'est-à-dire que l'inaction pour ne pas adapter nos sociétés face à ces augmentations de température engendre des coûts qui se répercutent sur l'ensemble de notre écosystème sociétal, en particulier sur l'activité professionnelle ou sur l'activité de restriction de certaines activités de plein air, de fermeture, etc. Donc, on voit que ces impacts en santé se traduisent par des coûts sociétaux très importants. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, ça concerne évidemment en particulier, et lors de périodes courtes et intenses, des personnes qui sont plutôt vulnérables, des personnes âgées. Donc, on va retrouver là des atteintes aux personnes qui ont, par exemple, déjà un certain nombre de pathologies chroniques. La température va amplifier ces pathologies et leurs impacts, mais aussi les personnes âgées. Mais dès lors que la chaleur s'étend en matière d'extension géographique ou de durée dans le temps ou d'intensité, évidemment, le panel de personnes touchées sera plus large, avec une attention particulière à donner aux personnes qui sont en situation de fragilité, puisque les vulnérabilités sociales amplifient, et c'est quelque chose qu'on connaît bien depuis 2003 sur la température, amplifient les impacts de nuisances environnementales. Par exemple, ce qu'on a vu en 2003, c'est que les personnes les plus mal logées étaient aussi très impactées par la canicule. Et donc là, on avait un effectif important pour pouvoir souligner cet événement-là. Et que donc, ce qui est important aussi, c'est agir pour lutter contre les effets du changement climatique et des augmentations de température, doit aussi permettre de porter une attention particulière aux personnes qui sont en situation de fragilité ou de vulnérabilité, ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé, dans un objectif évidemment de lutter également contre ces inégalités sociales de santé. Diapositive suivante. Alors, est-ce que tu peux mettre la diapositive suivante? Parce que, suivante, s'il te plaît. Ça va faire le lien avec les actions parce que… mais justement, elle passe directement… Ouais, d'accord, mais c'est pas grave. Donc, évidemment, là, j'ai illustré sur le concept de la température, mais qu'il faut bien aussi se situer dans un contexte peut-être prospectif, parce que là, ce sont des événements immédiatement visibles qui sont liés à des événements climatiques extrêmes, mais qu'évidemment, la question des changements climatiques combinée à la question de l'altération de biodiversité va nous amener aussi sur des risques qui aujourd'hui sont peut-être moins bien connus, voire pas du tout connus, donc avec des modifications potentielles d'exposition, et qu'évidemment, l'analyse de ces risques doit se faire à l'aune de la combinaison des enjeux liés au changement climatique et de la biodiversité. Juste un exemple, et j'arrêterai là. Si on prend si on prend la question des impacts liés à l'épidémie de Covid-19, et selon une étude de Santé publique France qui a été menée en 2020, on a constaté que 80% des cas graves, donc en réanimation, étaient atteints de comorbidités telles que l'hypertension artérielle, l'obésité, des maladies respiratoires. Et quand on sait que ces maladies chroniques ont bien sûr des origines étiologiques complexes, mais une part de ces origines sont issues de la dégradation de l'environnement, on voit là tout l'enjeu de pouvoir regarder de manière combinée ces enjeux liés au changement climatique, à la propagation d'épidémies émergentes telles que la Covid-19 et l'impact de l'environnement sur la santé des populations. Et que donc tout cela amène vers une nécessaire révision de nos concepts et un nécessaire décloisonnement de ces disciplines. C'est pour ça que je suis très heureux aussi d'être là aujourd'hui parce qu'on discute avec des disciplines très différentes et pour proposer une nouvelle vision finalement de la santé publique dans ces enjeux-là. Et donc, une fois ce constat établi, constat qui renforce tout à fait la conférence d'ouverture de ce sommet virtuel du climat, eh bien, nous allons pouvoir regarder ce qui est possible de faire en termes d'action, donc en commençant par la biodiversité. Donc, comme vous le voyez, alors dans ce graphe un petit peu complexe, et comme vient de le ressouligner Sébastien, il est complètement impossible de séparer changement climatique, santé humaine et biodiversité, puisque tout est lié et il y a des interactions multiples et complexes
Il est intéressant sur cette infographie de noter la présence de la dégradation de la couche d'ozone, qui était un enjeu de santé qui a été très important et qui a été traité de manière très forte et internationale et coordonnée. Et on ne peut qu'appeler en fait un traitement aussi fort et aussi coordonné pour les enjeux de changement climatique et de perte de biodiversité, car ces deux-là menacent tout à fait autant la santé humaine en général. Et justement, ces solutions qui sont bénéfiques pour le climat ne sont pas sans co-bénéfice. Oui. Voilà, moi, je vais donc vous parler des solutions, on va appeler solutions fondées sur la nature. C'est un terme qui est apparu à l'UICN il y a 5 ans à peu près. Donc l'UICN, c'est plutôt du côté de la société civile, mais aujourd'hui, il est utilisé dans des plateformes intergouvernementales et dans les discussions politiques. Vous avez peut-être entendu parler aussi des approches fondées sur la nature. Bon, voilà, il y a différentes terminologies, mais qui recouvrent au fond la même idée. C'est que, comme l'a bien montré Olivier, on a des enjeux très complexes, très interconnectés, et il faut donc qu'on trouve comment avoir une approche systémique aussi dans nos solutions. Et ce concept-là de solution fondée sur la nature, il est apparu notamment parce qu'on s'est rendu compte que pour répondre aux enjeux de climat notamment, puisque le GIEC existe depuis plus longtemps qu'une baisse, il y a eu une attention politique, médiatique et sociétale plus précoce sur les enjeux climat, on a pu avoir tendance à s'engouffrer sur des pistes de solutions qui pouvaient en fait conduire à se tirer une balle dans le pied pour préserver la biodiversité, qui était un enjeu tout aussi important, mais peut-être moins connu. Et donc, les solutions fondées sur la nature, c'est un concept qui émergeait pour s'assurer qu'on a forcément des bénéfices positifs pour la biodiversité et qu'en fait, on peut aussi avoir des solutions qui sont coût-efficaces pour le climat en les mettant en œuvre. Et pour vous donner un exemple d'une solution qui était finalement une fausse bonne idée par rapport à une solution qui serait une meilleure idée, c'est les techniques de capture et de stockage du carbone qui peuvent relever de l'ingénierie écologique et reposer sur des stratégies de plantation d'arbres, souvent en monoculture, et de manière avec des espèces qui sont connues pour grandir rapidement et emmagasiner rapidement du carbone. Et puis, ces plantations, on a pu les voir apparaître, je ne sais pas, sur des prairies ou dans des savanes, parce qu'après tout, ces écosystèmes ne servaient à rien. Et en fait, c'était une erreur, évidemment, puisque non seulement ça a entraîné des pertes très importantes de biodiversité, parce qu'en fait, les écosystèmes sur place avaient leur intérêt aussi en termes de biodiversité, de santé, de régulation du climat. Parfois, on a découvert plus tard peut-être qu'elles stockaient du carbone aussi de manière assez importante. Et puis, pourquoi pas aussi planter des eucalyptus en Afrique du Sud. C'est une espèce quasiment, complètement exotique et au bord de l'envahissement. Hein. Il y a un degré d'évaluation du degré d'invasion, mais en gros, des espèces qui n'étaient pas du tout adaptées et qui nécessitaient énormément d'eau, par exemple. Donc, ça a créé vraiment des problèmes locaux. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est aussi qu'on peut se dire, planter des arbres, c'est la nature. Oui, mais donc, une part très importante dans la définition des solutions fondées sur la nature, c'est qu'il faut qu'il y ait des retours positifs sur la biodiversité. Et dans le cas d'une monoculture d'eucalyptus qui remplace un écosystème autour du Cap, eh bien non, il n'y a pas de bénéfice positif en termes de biodiversité là-dedans. En contrepartie, une solution positive et à laquelle on pense peut-être moins, c'est la préservation d'écosystèmes intacts. On peut dire que ce n'est pas une solution, ça c'est pas une solution pour le climat, c'est simplement une politique pour la biodiversité. Eh bien non, en fait, on n'est pas forcément en train de chercher des solutions très ingénieures. Je peux vous montrer la diapo suivante. Donc, c'est les travaux de l'équipe de Hideux et Guermont au niveau européen qui ont pas mal réfléchi sur ce sujet des solutions fondées sur la nature et qui ont créé une typologie pour révéler qu'en fait, au début, quand on parlait de solutions fondées sur la nature, on pensait essentiellement à
faire des immeubles forêts. Je ne sais pas si vous avez vu les Bosco verticales qui sont à Milan. C'était de faire de l'ingénierie pour ramener de la nature en ville, par exemple. Ce qui est très important, et je pense que Sébastien aura peut-être l'occasion de vous en dire deux mots aussi. Mais c'est extrêmement ingénieux. Alors qu'en fait, une solution fondée sur la nature de base et encore plus économique, ce serait de protéger la forêt qui est proche de la ville, par exemple, et qui stocke déjà du carbone et qui doit être qui, en étant protégée d'une conversion potentielle des terres, en fait, va pouvoir livrer un ensemble de bénéfices aussi bien pour le climat que pour la biodiversité. Et pardon, si tu peux revenir juste avant, en fait, je voulais aussi commenter ce chiffre-là que j'ai mis, d'environ 30% des mesures d'atténuation du changement climatique qui pourraient être fournies par les écosystèmes. C'est assez énorme. Le chiffre vient du rapport IPBES-GIEC paru en juin dernier. Et on peut trouver les échos dans les sphères politiques, puisque pour ceux qui ont pu suivre la COP26 de Glasgow qui s'est terminée le mois dernier, la déclaration finale, alors sans donner de chiffres, donc il faut voir aussi comment ça va être mis en œuvre par les États, mais en tout cas était très axée sur la protection des écosystèmes, justement dans cette logique des solutions fondées sur la nature. Et dans les discussions en cours pour la Convention sur la diversité biologique, donc qui n'arrête pas d'être repoussée malheureusement à cause du Covid, mais qui devait se tenir en octobre 2020 et qui se tiendra, on l'espère, en mai prochain, sous présidence chinoise. Donc il y a aussi un accord qui est en cours de discussion. Et là, ils discutent d'essayer de fixer comme objectif d'avoir environ 10 gigatonnes de carbone par an qui seraient absorbés par les écosystèmes. Et en fait, on est très en deçà des 30% évalués par la science, puisque ça tombe plutôt autour de 18%, si on est à 10 gigatonnes, si mes calculs sont bons. Donc, voilà, il y a un potentiel qui aujourd'hui est reconnu et qui est en train de percoler progressivement, en tout cas au niveau des politiques internationales, mais ce n'est pas encore ça. Voilà, donc là, tu peux passer, et encore après. Et bon, ça, c'était simplement pour illustrer le fait et faire un coup de publicité pour ce projet qui s'appelle Fond de Forest, qui travaille sur les forêts européennes et sur la régénération spontanée des forêts. Donc là, pareil, en fait, leur conclusion, c'est et si on osait ne rien faire? Parce que comme je vous le disais, sur ce gradient d'ingénierie, en fait, la restauration, c'est aussi aujourd'hui quelque chose d'assez complexe. Et pour qu'une restauration forestière fonctionne, il faut beaucoup d'efforts, des efforts qui peuvent être d'ailleurs mis en danger par le réchauffement climatique, puisque les espèces ne sont pas forcément adaptées aux sécheresses ou aux tonnes d'eau qui leur tombent dessus. Et donc, ce projet a pu démontrer qu'en fait, la régénération naturelle a tendance à stocker plus de carbone que les projets de restauration très contrôlés, et également à attirer une plus grande biodiversité. Et de manière générale, la diversité génétique brassée par les arbres est beaucoup plus importante. Donc aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que la comparaison avec la séquence éviter, réduire, compenser aura du sens. Voilà, en fait, éviter, c'est ne pas faire d'une certaine façon. Et là, pour les solutions fondées sur la nature, c'est la même chose. Après, réduire, c'est faire des solutions qu'on aménage un petit peu. Et compenser, c'est finalement comme les solutions très ingénieuses, c'est investir beaucoup de recherche, de développement et d'exécution pour réussir à se rattraper. Donc, je crois que la dernière diapo, c'est sur une autre, voilà, un autre aspect solution, mais celui-là, en fait, c'est plus pour vous faire vous donner un avant-goût de ce dont va traiter Sébastien et de cette approche une seule santé. Il l'a déjà un peu abordé, par exemple, via le prisme de la comorbidité et du lien avec l'érosion de la biodiversité. Donc, en fait, on a les mêmes facteurs qui sont à l'origine de l'érosion de la biodiversité et de ce type de maladie, puisqu'on les attribue à l'agriculture intensive, à l'appauvrissement de la diversité des espèces consommées, aussi bien végétales qu'animales, et aussi à une surconsommation de protéines. Donc, voilà, de nouveau, là, vous avez quelques chiffres clés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je pense que Sébastien a plus de choses à vous dire sur l'approche One Health.
Il y a peut-être une question, je pense. Il y a une question dans le chat, mais qui peut être un petit peu longue à répondre. On va la garder pour tout à l'heure. Parfait. Merci Agnès, alors effectivement, très bonne transition. Donc, les constats, hein, et à la fois les constats qu'a présenté Agnès, mais aussi ceux que j'ai présentés en début sur la séquence précédente, ne doivent pas empêcher d'agir, et au contraire, je veux dire, ces constats sont des moteurs pour moi pour agir de manière à lutter contre les changements climatiques et l'effondrement de la biodiversité. Donc, évidemment, pour protéger la santé humaine, nous sommes humains et nous-mêmes acteurs de l'écosystème, donc on cherche à se protéger dans une société, voilà. Mais je pense que tout l'intérêt de cette discussion et des enjeux à venir est bien sûr de protéger la santé au sens santé des écosystèmes également, mais aussi de protéger les ressources naturelles, considérant que le bon état des ressources naturelles et préserver les capacités de service écosystémique de ces ressources constituera un déterminant majeur dans le fait que l'espèce humaine reste également en bonne santé et que par ailleurs ce sont des actions favorables à la lutte contre les changements climatiques. Alors plutôt que de parler d'une seule santé, moi je préfère le concept de santé planétaire, puisque une seule santé ou One Health est très focalisé sur la question des maladies infectieuses émergentes, qui évidemment est un sujet majeur de santé publique et également d'altération de la biodiversité, mais le concept de santé planétaire permet de franchir un pas supplémentaire de manière à vraiment souligner le fait que la question de la qualité des écosystèmes, la santé de ces écosystèmes, la santé humaine et la préservation de la ressource naturelle sont des questions au cœur de ces préoccupations et absolument fondamentaux à examiner ensemble. Alors, l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, et Olivier, tu peux a justement pas mal réfléchi ces 2 dernières années avec l'opportunité de la COP26 à finalement le rôle que doit jouer une agence de santé publique dans cette question de changement climatique et d'altération de la biodiversité, puisque nous raisonnons encore, et je le dis d'autant mieux qu'on se le dit également entre nous, de manière assez cloisonnée au sein même de la santé publique. C'est-à-dire que vous aurez la santé publique traditionnelle qui s'intéresse à des déterminants et à des comportements comme le tabagisme ou la consommation d'alcool. Vous avez la santé environnementale qui est un peu, je dirais entre guillemets, le parent pauvre de la santé publique, et vous avez la surveillance des maladies infectieuses, qui évidemment est un point important pour la santé publique, mais que finalement, affronter ces questions de changement climatique et altération de la biodiversité nous impose un peu de revoir la façon de considérer la santé publique et de changer de paradigme. Donc, en lien avec une association internationale des agences de santé publique, on a initié une réflexion sur comment ces agences de santé publique doivent s'engager comme acteurs clés des questions climatiques et comment finalement des actions sur le climat sont des interventions de santé publique. C'est-à-dire que là, on ne centre plus évidemment sur des interventions de santé, mais on centre sur des interventions d'adaptation ou d'atténuation, et que ces interventions auront des co-bénéfices majeurs pour protéger la santé des populations et la santé des écosystèmes. Et cela, ça repose sur les piliers que sont des fonctions essentielles des missions des agences de santé publique. Donc ça, c'est pas on n'a pas réinventé la roue, ce sont des fonctions essentielles qui ont été décrites il y a déjà plusieurs décennies par l'OMS et qui reposent sur un continuum entre la surveillance, l'évaluation, la réaction et l'action, et la protection, la promotion et l'éducation. Donc surveillance, on en a déjà parlé, c'est pour non seulement surveiller l'impact des événements extrêmes, les vagues de chaleur comme je l'ai présenté tout à l'heure, mais aussi d'avoir une surveillance qui puisse recouvrir de manière plus large tous les enjeux liés au changement climatique. Olivier et Agnès ont parlé de la question des sols. L'altération de la qualité des sols pose bien sûr des questions en termes de protection, enfin de qualité de nos écosystèmes, mais ça pose aussi des questions sur la qualité de l'offre alimentaire. Et évidemment, si la qualité se dégrade, il y aura des impacts sur la santé humaine. Le deuxième pilier, c'est l'action, avec des agences qui sont au cœur de l'action, évidemment. Donc, action dans le cadre, là aussi, d'événements extrêmes, c'est le soutien qu'on donne à des hôpitaux ou des personnels de soins dès lors qu'un événement extrême s'exprime, par le biais de la réserve sanitaire, par exemple, pour l'agence. Mais l'action, c'est aussi anticiper ce qui pourrait être mené de manière prospective sur des enjeux futurs dont on ne connaît pas encore aujourd'hui la nature exacte. Et enfin, la question de la protection, de la promotion et de l'éducation sont des questions fondamentales. Il faut pouvoir éduquer les professionnels de santé, mais aussi les professionnels d'autres disciplines des écosystèmes
aujourd'hui aux enjeux de santé publique et vice-versa, les professionnels de santé publique aux enjeux liés à la question des écosystèmes et promouvoir des modes et des comportements qui soient favorables à la santé publique, mais aussi santé planétaire. Et donc là, évidemment, les agences sont aussi au carrefour d'alliances en intersectoriel, puisqu'évidemment, on ne va pas agir que sur la santé, mais il faut agir sur l'environnement, il faut agir sur l'agriculture, il faut agir sur les transports, sur l'énergie. Et donc, ce sont vraiment des actions intersectorielles avec un cadre évidemment important qui est le cadre de la politique publique. On a un exemple ici sur la politique publique en lien avec l'alimentation, la politique publique en lien avec la qualité de l'air, mais que c'est cette structuration au niveau des politiques publiques doit aussi impérativement avoir des déclinaisons locales. Et on est bien donc sur du pensée global pour agir localement. Agir localement sur aussi ces concepts qui combinent santé humaine et santé des écosystèmes. Et c'est là où je pense qu'on a matière à aller vers des progrès, puisque dès lors qu'on cherche des applications concrètes de ces concepts, une seule santé ou santé planétaire, on a beaucoup de mal à trouver des points d'accroche. Et l'enjeu autour de la nature en ville me semble être un très bon exemple, effectivement, sur lequel je reviendrai un peu. Donc là, on voit que, et cette diapositive-là est pour démontrer que des solutions et des politiques publiques qui sont axées sur un secteur seront mutuellement bénéfiques pour la santé et le climat. Diapositive suivante, s'il te plaît, Olivier. Là, c'est un graphe qui vous montre finalement, en termes de priorité, enfin en termes de classification, le poids des pathologies pour la population. Donc, il y a une estimation qu'on appelle le fardeau, qui est une estimation du fardeau des maladies, et qui montre que les premiers facteurs de risque sont des risques alimentaires, donc risques par rapport à des événements morbides ou de la mortalité pour la population. Donc, on a des facteurs alimentaires qui arrivent en premier niveau, on a une pression artérielle élevée qui arrive en deuxième niveau, on a en cinquième position la pollution de l'air, et on a en deuxième position l'activité physique, enfin une faible activité physique. Et tout ça, ça a des impacts importants sur la santé, en tout cas c'est ce que démontre cette classification qui est issue du Lancet. Donc, en fait, et la partie de droite vous montre que des politiques publiques qui vont jouer sur les habitudes alimentaires, finalement, elles vont jouer sur la question des risques nutritionnels, sur la question de l'obésité. Des politiques publiques qui vont agir sur la qualité de l'air vont jouer sur les maladies respiratoires. Et les questions de pollution de l'air, et les politiques publiques qui vont inciter à plus de mouvements d'activité physique vont jouer sur des paramètres comme l'activité physique basse, évidemment, et auront des répercussions sur des paramètres de corpulence tels que l'obésité. Donc, des politiques publiques sectorielles sur l'alimentation, la qualité de l'air, l'offre de transport vont avoir des impacts bénéfiques sur la santé, et ces politiques doivent être aussi impactant de manière positive sur la question des changements climatiques, en particulier l'atténuation. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que la santé publique doit être vue comme un levier d'action, évidemment, sur l'adaptation, puisque ça nous concerne dès aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir adapter nos environnements pour répondre à des enjeux tels que celui que j'ai présenté, mais que l'atténuation et que les mesures d'atténuation, même si elles ont pour cible, et c'est le titre de notre intervention, les gaz à effet de serre, donc avec des cinétiques très longues, ces politiques d'atténuation, et c'est ce que montre ce graphe, auront des impacts immédiats et majeurs sur la santé publique et la santé planétaire, évidemment. Et donc, il est important d'agir sur les deux pans. Un exemple sur la partie atténuation, qui est un exemple sur la pollution de l'air. Alors, évidemment, ce ne sont pas des indicateurs complètement en lien avec les gaz à effet de serre, puisque je vais parler de particules et de dioxyde d'azote, mais que néanmoins, ce passage et ce propos pour démontrer qu'une action sur la qualité de l'air a un bénéfice sur la santé publique. Donc, le poids de la pollution atmosphérique particulière en France continentale est de 40 000 décès par an. Encore une fois, si on estime les coûts économiques liés à ce poids-là, c'est le coût d'inaction que j'ai mentionné déjà pour les vagues de chaleur, on est à 145 milliards d'euros par an de coûts liés à l'inaction. Donc, un coût extrêmement important qui montre tout l'intérêt d'agir, puisque ces 40 000 décès sont des décès évitables. C'est-à-dire qu'on a des actions qui peuvent être menées sur l'environnement, sur la régulation des sources, pour pouvoir abaisser ce fardeau. Et évidemment, cette régulation doit se faire de manière intersectorielle, puisque ça concerne l'ensemble des sources industrielles, agricoles, de transport, résidentielles. Diapositive suivante.
Là, c'est la même chose, sauf qu'on distingue les PM2,5 et le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, c'est 7000 décès par an. Tu peux passer à la diapositive suivante, Olivier. Et cet exemple pour vous montrer que le confinement du printemps 2020, qui a été mis en place pour réguler les déplacements des populations et contenir l'épidémie de Covid-19, s'est traduit par des impacts très sensibles sur la qualité de l'air, notamment vis-à-vis des particules et du dioxyde d'azote. Alors, les particules, c'est plutôt un traceur de notre activité industrielle et résidentielle, avec l'activité de chauffage des maisons, etc. Le dioxyde d'azote, c'est un traceur du trafic routier. Donc, on voit que ces effets du confinement, sur un temps relativement limité, ont eu pour conséquence, et là on ne met pas dans ces chiffres évidemment les conséquences liées à la Covid-19, mais on fait la part attribuable des décès relatifs à la qualité de l'air, et on voit qu'on a eu 2300 décès évités en lien avec une diminution de l'exposition de la population française aux particules ambiantes, donc métropolitaine, et 1200 décès évités en lien avec une diminution de l'exposition de la population française au dioxyde d'azote. Là, ce qu'on voit, c'est qu'une action très volontariste et qui, certes, n'est pas durable puisque très contrainte, mais on voit néanmoins que cette action volontariste a un effet très immédiat sur la santé publique en ayant comme impact une diminution de la mortalité. Donc vraiment, on doit tenir compte de ces résultats et de cette démonstration faite finalement en conditions réelles pour inciter encore une fois les pouvoirs publics à agir sur une contamination qui est évitable de manière à protéger la santé publique. Alors évidemment, cette réflexion, il faut la mener de manière plurisectorielle, bien sûr, il ne faut pas cibler un seul secteur puisque l'ensemble des secteurs sont concernés, et il faut la faire de manière à ce qu'elle soit acceptée par les populations, puisqu'il y a évidemment cette condition d'acceptabilité qui fera que ces mesures, si elles sont discutées et montées ou co-construites avec les populations ou les secteurs concernés, seront d'autant mieux acceptées et efficaces, et qu'il n'est pas question d'imposer ces conditions qui avaient été mises en place lors du confinement. Diapositive suivante. Un autre exemple, c'est, donc là j'ai parlé d'atténuation, l'autre exemple c'est l'adaptation, avec la question des îlots de chaleur urbains. Donc l'îlot de chaleur urbain, donc très vite, c'est une zone urbanisée comme on peut en avoir dans les grandes villes, dans lesquelles on a très peu de végétation qui est présente et qui va donc, surtout lors des périodes de vagues de chaleur, concentrer la chaleur en journée, et la chaleur va ressortir en soirée et dans la nuit, ce qui fait qu'il y a très peu de décalage, de différence de température entre le jour et la nuit. Et donc, évidemment, ces îlots de chaleur urbains auront des impacts très importants en matière de mortalité. Diapositive suivante. Diapositive suivante, j'en ai déjà parlé. Donc, ce qu'on a mesuré par le biais, là aussi, d'études épidémiologiques, en comparant des communes arborées et des communes moins arborées, c'est que les risques augmentent en fonction de la densité d'arbres présents dans ces îlots de chaleur urbains. C'est-à-dire que le risque de mortalité lié à la chaleur, était 18% plus grand dans les communes les moins arborées. Donc ça, c'est un rapport de Santé publique France qui est mentionné d'ailleurs en référence de cette diapositive. Donc, typiquement, là, on a des faits prouvés, des faits scientifiques qui démontrent que la présence d'arbres dans des centres-villes diminue l'impact sur la mortalité lorsque les populations sont situées dans ces zones d'îlots de chaleur urbains. Mais évidemment, ça pose d'autres questions qu'Agnès a déjà sur le déséquilibre éventuel qu'on amènerait en termes de biodiversité. Est-ce que ces arbres, par exemple, amèneraient des moustiques qui eux-mêmes pourraient amener d'autres types de pathologies, et que donc la solution telle qu'un ingénieur évidemment l'envisagerait doit absolument là être discutée, ou telle qu'un architecte ou un urbaniste de l'environnement doit être absolument discutée au regard de ces critères de co-bénéfice en fait également sur la biodiversité, ou de risque par rapport à un déséquilibre de la biodiversité en centre-ville qui amènerait d'autres phénomènes. Donc là, on voit que l'action est possible, puisque l'action peut induire des effets positifs sur la santé publique, à la fois sur l'atténuation et l'adaptation, mais que néanmoins cette action doit être raisonnée et en lien avec les autres secteurs, et aussi en lien avec les autres disciplines telles que la biodiversité, et pour assurer également la qualité des services écosystémiques dès lors qu'on est.
Et justement, sur ce sujet des actions, on voit qu'il y a un nombre de possibilités qui est assez important, mais pour le passage à l'action, il faut aussi penser à certains freins. Là, je vais laisser la parole à Agnès. Oui, bah, d'accord, enfin, je peux commencer, ou Sébastien, peu importe. Oui, moi, je voulais plutôt vous parler de ce qu'on pourrait qualifier de manière générale de la résistance au changement ou du maintien du statu quo. Et donc, c'est vrai que dans la plupart de ces solutions proposées nécessitent à bousculer les habitudes. Alors, certaines, des décideurs, des cadres réglementaires aussi qui existent, hein, par exemple pour les solutions fondées sur la nature, pour pas mal de secteurs en fait qui sont très normés. Il y a pas les normes ne sont pas adaptées pour faire des solutions naturelles, hein. Elles sont faites que pour des solutions très ingénieures. Par rapport aussi à nos comportements individuels en tant que consommateurs, par exemple, parce que si on regarde, pour revenir sur par exemple la question de l'énergie, donc en fait, toute énergie qui est produite va forcément avoir un impact sur les terres parce qu'il y a une emprise au sol. Alors peut-être qu'en passant aux énergies renouvelables, ça ne va plus être une exploitation et des trous dans la terre ou des risques de marée noire ou autre, d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y aura quand même une emprise au sol. Et alors, il y a des cas malheureusement de parcs éoliens qui ont été implantés sur des routes migratoires d'oiseaux, dont des oiseaux menacés. Et toute cette technologie aussi repose sur l'exploitation des terres rares. Et là, l'exploitation minière, notamment, enfin, il y a des exemples dans le bassin du Congo, en Amérique latine, etc., sont un autre problème. Donc, si on se dit qu'on ne va pas, nous, en tant que consommateurs, changer nos comportements et continuer à avoir des smartphones tous les 2 ans, mais avoir une électricité qui est verte, hein, qui vient des éoliennes et des panneaux solaires, en fait, il y aura forcément un coût pour la biodiversité et pour le climat aussi, d'ailleurs, même s'il est moindre, même s'il est de nature différente. Et donc, c'est un message qui n'est pas forcément facile à entendre, de dire en fait, il faut vivre plus frugalement d'une certaine manière, ou en tout cas repenser notre façon de consommer et même de percevoir aussi notre relation avec la nature. Hein. Finalement, quand on repense aussi à cette infographie là, sur les différentes biomasses, se dire il faudrait de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. On a réduit, comme peau de chagrin, la place qu'on peut laisser aux espèces sauvages en se disant finalement, on va être des co-habitants de la planète Terre. C'est aussi une autre façon de voir les choses. Donc voilà, ça c'est un premier aspect. Et peut-être pour faire aussi écho à cet autre graphe, donc sur les différents gradients des solutions fondées sur la nature et aussi de nos systèmes de valeurs, on peut aussi penser à tout ce qui concerne aujourd'hui notre idée de ce qu'est la réussite, notamment économique, on va dire, ou qu'est-ce qui est indicateur de bien-être. Le PIB, même si aujourd'hui il y a de plus en plus d'indicateurs alternatifs qui se font entendre, mais le PIB, ça reste la référence. Et oui, vous allez créer plus de PIB en confiant un grand problème de recherche et développement et d'ingénierie sur les solutions fondées sur la nature. Oui, ça crée plus de PIB que ne plus toucher à une forêt primaire. Mais est-ce que c'est ça qui a le plus de bénéfices autre que l'économie, et comment on peut mesurer ces bénéfices? Ça, c'est une autre façon aussi de résister un peu à ce changement et à aller vers l'hypertechnologie. Alors, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui veut revenir à l'âge de pierre et ne vivre que d'amour et d'eau fraîche. Hein. C'est pas ça le but, mais en tout cas, il faut réussir à sortir de notre... On ne peut pas simplement verdir nos pratiques. En fait, c'est ça que je veux dire surtout. C'est un scénario qui est utilisé dans les rapports de l'IBES, c'est l'économie verte. Et en fait, celle-ci échoue forcément à un moment, puisqu'on est quand même toujours dans la surenchère, on ne remet pas en cause nos modes de fonctionnement, nos modes de production, nos modes de consommation. Et c'est ça qui est nécessaire. C'est pas facile. Et pas mal de travaux scientifiques aussi aujourd'hui réfléchissent à ça. Le mot-clé, c'est les changements transformateurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui va vraiment faire en fait qu'on repense nos secteurs et nos façons de vivre et nos cadres de valeur même, plutôt que de colorier en vert un peu nos pratiques existantes. Voilà, donc ça c'est, on va dire, l'approche à très long terme, de très haut niveau, mais Sébastien, tu as peut-être des perspectives pour améliorer les choses aussi, peut-être plus concrètement avec l'existant.
Alors oui, merci Agnès. Je pensais que tu terminerais sur un autre point, mais non, moi je pense que évidemment ce changement de regard, il est très important. Donc déjà en premier lieu sur la question de la façon dont on considère la santé publique, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut vraiment acter le passage d'une période historique, hein, où on a beaucoup focalisé sur le soin, vers des dimensions plutôt de prévention, évidemment de prévention et de promotion d'une santé positive et d'environnement favorable à la santé, parce que ça me semble particulièrement important que l'on pense en amont des environnements favorables à la santé. Alors évidemment, pour moi, ces enjeux de convergence sur les questions de biodiversité, santé, changement climatique sont vraiment importants aussi à améliorer, à mieux considérer dans l'optique de mieux anticiper éventuellement l'émergence de futures pandémies, hein, telles que la Covid-19. Donc on aurait déjà une réponse meilleure en termes d'anticipation. Mais je pense que ce qu'il faut aussi réfléchir, c'est comment on intègre ces différents enjeux dès l'amont de l'aménagement de nos environnements, c'est-à-dire des environnements qui soient favorables à la santé humaine, mais aussi à la santé des écosystèmes et à la préservation des services écosystémiques. Donc ça me semble être un changement de paradigme très important, à la fois pour nos propres pratiques en tant qu'agence de santé publique, c'est-à-dire de vraiment décloisonner les enjeux liés à l'infectieux, les enjeux liés à l'environnement, les enjeux liés aux maladies chroniques, mais aussi d'avoir une action volontariste allant vers d'autres disciplines qui permettent de combiner l'ensemble de ces enjeux pour mettre au cœur de notre politique publique, qu'elle soit nationale ou territoriale, cette dimension d'une seule santé ou, encore une fois, je préfère le terme de santé planétaire. Donc là, c'est comment, pour moi très concrètement, c'est comment on arrive à faire ça dans le secteur, enfin dans le paysage institutionnel d'aujourd'hui, sachant qu'on a évidemment des silos et des ministères qui gèrent les politiques en silo. Donc, je vois un premier progrès par le biais du Plan national santé environnement 4, qui focalise et qui fait un pilier dans ce plan sur la question d'une seule santé, donc qui a été élaboré au moment de la pandémie de Covid-19. Et là, on voit qu'on marque un pas, un peu de progrès sur la considération de ces aspects d'une seule santé. Je pense qu'il faut aller plus loin et il faut qu'on s'astreigne, nous aussi, experts et je me prononcerai pour nous, experts de la santé humaine, à discuter, comme on le fait aujourd'hui, avec des spécialistes de la question de la biodiversité et des services écosystémiques, puisque si on raisonne et si on est tous convergents entre nous sur le fait de le faire, tant qu'on n'a pas été discuté avec les autres et qu'on n'a pas construit les choses ensemble, je pense qu'on va être assez limité dans l'action. Moi, mon ambition aussi en termes d'agence et de représentants d'agence, c'est d'être dans l'opérationnalité. La question de la nature en ville me semble être un très bon exemple sur lequel on pourrait construire des actions communes très concrètes dans l'avenir et de manière très pragmatique aussi. Je pense qu'également, ce qui est important, c'est parce que, évidemment, des actions à l'échelle locale, c'est très important, mais ça ne fait pas modifier une politique publique, que la modification de la politique publique, c'est aussi des plaidoyers et des stratégies d'influence qu'on peut construire, nous, agence, mais qu'on peut construire aussi en interaction avec d'autres acteurs. Je pense, par exemple, à la Fondation de la recherche sur la biodiversité ou des acteurs représentants associatifs et du monde citoyen. Donc, la construction de plaidoyers me semble évidemment, nous, on est une agence d'expertise scientifique, donc on va fonder nos plaidoyers sur des données scientifiques, mais aller ensemble sur des sujets de plaidoyer de manière à pouvoir convaincre finalement les politiques publiques qu'il est urgent d'agir et que cette action se fera dans un co-bénéfice, dans une optique de co-bénéfice à la fois sanitaire et économique, me semble particulièrement important. Il ne faut pas oublier les sciences humaines et sociales. On a parlé un peu des évaluations économiques. Je pense que les solutions aussi, elles seront d'autant plus acceptées qu'elles sont co-construites et que cette notion de transition qu'on retrouve dans le nom du ministère de la Transition écologique et solidaire est pour moi une notion réellement importante. Il faut bien sûr que ces changements ne soient pas brutaux parce que, évidemment, ce ne sera pas accepté par les populations et que ne pas accepter des solutions, c'est aussi un impact sur la santé publique, la santé mentale. Enfin, ça peut être une porte ce que je dis, mais c'est vrai. Il faut aussi considérer ces enjeux-là de manière à pouvoir vraiment avoir cette vision globale sur ces différents enjeux. Je pense aussi qu'il faut s'associer, et parfois c'est peut-être un tabou pour des agences publiques, mais en tout cas avoir des actions aussi qui se répercutent au niveau des acteurs économiques. Et donc, le monde du travail, évidemment, est particulièrement concerné aussi par les enjeux autour du changement climatique. Il y a des impacts sur les travailleurs, notamment qui travaillent en extérieur des vagues de chaleur. Je ne l'ai pas cité
mais j'aurais pu le faire. Et donc, évidemment, et peut-être que les personnes aujourd'hui sont sensibilisées à ces enjeux-là. Hein. Je pense que l'action au sein de l'entreprise est aussi importante de manière à pouvoir démultiplier finalement l'action et que les conduites que les RSE peuvent mettre en marche sont aussi des conduites très importantes à pouvoir mettre en œuvre. Voilà. Tout à fait, c'est quelques mots. Et puisque nous sommes en train de parler de convergence sur ces sujets, alors convergence à de très nombreux niveaux, l'idée était de vous montrer quelques exemples qui vont toucher tous ces acteurs, en commençant par Agnès. Oui, je vais vous parler notamment sur ce prisme santé, enfin lien entre biodiversité et santé dans le contexte du changement climatique. En fait, on a aujourd'hui un paysage éclaté et donc là, pour prendre l'exemple uniquement d'organismes internationaux, la Convention sur la diversité biologique que j'ai évoquée tout à l'heure, le logo là que vous avez aussi, c'est la CITES, la Convention de Washington sur le commerce des espèces menacées d'extinction, et puis une organisation qui était peu connue avant l'émergence de la Covid, c'était l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc, par exemple, on a ici des organismes différents qui peuvent travailler ensemble, qui ne l'avaient pas fait jusqu'ici, et en fait, la pandémie a été un peu un élément déclencheur pour dire qu'il fallait que ces organes se rapprochent. Alors après, il y a toujours un peu des problèmes de portefeuille, mais de champ d'action et de légitimité à agir, puisque ces organes sont sont portés par différents États, parfois ont leur propre mécanisme de gouvernance. Mais dans le cadre du suivi des risques de pandémie, par exemple, il y a un rapprochement à envisager en pensant un petit peu différemment ces différents organes. Par exemple, la CITES, donc la Convention sur le commerce des espèces menacées d'extinction, dans son nom, en fait, elle ne va pas regarder les espèces qui sont peut-être plus courantes et qui font l'objet d'un commerce international. Pourtant, elle travaille avec les douanes et toutes sortes d'organismes et peuvent donc un peu suivre la circulation des espèces. Donc, comment cette convention peut travailler de concert avec des autorités sanitaires ou des autorités de préservation de la biodiversité pour atteindre les différents enjeux de réduire les prélèvements d'espèces sauvages et puis en même temps d'améliorer la prévention contre l'émergence de zoonoses. Mais pareil pour l'Organisation mondiale de la santé animale qui historiquement et encore aujourd'hui travaille essentiellement sur les espèces domestiques. Ça fonctionne bien et en fait, je pense qu'on n'était pas conscient, en tout cas moi je ne l'étais pas jusqu'à lire le rapport de l'IPBES et m'intéresser à cette organisation. Je n'étais pas consciente du nombre de foyers épidémiologiques qui naissaient surtout dans les élevages intensifs partout dans le monde et qui à chaque fois ont pu être, dans de très nombreux cas, ont pu être contenus et éteints parce que en fait, cette organisation met en place tout un système de notification d'un État aux autres pour qu'ils surveillent leur stock, etc., et qu'ils puissent ainsi mieux prévenir les maladies. Donc voilà, via la lutte contre la pandémie, il y a différents acteurs qui commencent à se rapprocher. Et l'image du bouquetin, là, pardon, c'était aussi pour signaler qu'on a aussi après les enjeux de déclinaison au niveau local, puisque là, par exemple, nous, à la Fondation, on a travaillé sur le cas des bouquetins qui étaient atteints de brucellose dans le parc national des Écrins. Donc une maladie qui pouvait se transmettre aux élevages, je crois que c'était les vaches, même si les bouquetins ressemblent plus à des chèvres. Mais en tout cas, voilà, dans le bétail, il pouvait y avoir comme ça des passages de maladies, de zoonoses. Et il y a eu des abattages de bouquetins au lieu de mettre en place peut-être d'autres mesures qui auraient permis de gérer la biodiversité. Bon, aujourd'hui, les écologues pensent aussi que cette maladie était arrivée chez les bouquetins parce que en fait, leur habitat s'était trop réduit et ils étaient beaucoup plus en contact d'ailleurs avec le bétail. Mais voilà, même s'il y a un rapprochement après au niveau des conventions internationales que je connais un peu plus, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux pour, on va dire, la mise en pratique et les actions de gestion sur le terrain.
Donc là, tu peux mettre la diapositive suivante. Merci aussi, Sébastien, d'avoir rappelé. Moi, j'utilise encore le terme One Health, il y a aussi EcoHealth. J'aime beaucoup la notion de santé planétaire, puisque effectivement, quand, en tout cas, la communauté de chercheurs très biodiversité que je connais veut travailler avec des spécialistes de la santé, c'est vrai que l'essentiel des travaux porte sur les maladies infectieuses et qu'en replaçant cet enjeu des maladies infectieuses comme un parmi de nombreux autres, on arrive beaucoup plus à croiser les regards et donc à avoir les contributions, notamment des écologues, par exemple, des biologistes, mais aussi des sociologues et de tous ceux qui travaillent sur le rapport des populations à la nature et des bénéfices qu'ils en retirent. Et je peux vous signaler à ce sujet une initiative qui est portée par des organismes de recherche français avec la bénédiction du président de la République. C'est l'initiative Présode qui met en place qui vise à mettre en place, ça a commencé il y a quelques mois, un partage des connaissances et une mise en commun des travaux de recherche à travers le monde. Donc, il y a déjà, je crois, près de 50 pays de différents continents qui travaillent dessus, avec aussi l'idée de vraiment avoir un passage des connaissances scientifiques vers les décideurs pour améliorer l'action et qu'on ne vive pas une situation pandémie coronavirus bis. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent se mettre en place, qui ont été là, qui ont bénéficié, on va dire, du choc aussi, de l'électrochoc causé par la pandémie sur cet exemple-là. Mais de la même manière, sur biodiversité et climat, par exemple, le rapprochement est assez laborieux malgré tout. En fait, nous, on travaille aussi avec des experts du GIEC, donc la plateforme climat. En fait, même si le GIEC traite un peu des écosystèmes, ce n'est pas souvent le cœur d'expertise des auteurs-contributeurs et il manque pas mal de nuances ou en tout cas de mise en balance des conclusions. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de rapprochement qui a été signalé, je ne sais plus si c'était dans le 4e cycle du GIEC, mais ils avaient vraiment mis l'accent sur la bioénergie, par exemple, comme une alternative. C'en est une, mais il fallait vraiment aussi donner l'image complète et montrer l'impact que ça pouvait avoir sur le changement des terres et la biodiversité. Aujourd'hui, ils ont beaucoup fait, ils ont fait marche arrière, et même si toutes les options sont sur la table, c'est le travail du GIEC de toutes les mettre sur la table. Ils font beaucoup plus d'avertissements sur les conséquences positives et en l'occurrence négatives qu'ils peuvent avoir sur certaines solutions uniquement climat. Donc voilà, on a aussi ce genre de rapprochement qui se fait, mais c'est fastidieux puisqu'en fait les disciplines ont de tout temps travaillé de manière assez imperméable. Et c'est beaucoup plus difficile de faire ces connexions, mais je suis assez confiante, je pense qu'on y vient. Il y a effectivement des rapprochements et des rapports conjoints comme celui qui est paru au mois de juin sont des bons indicateurs. Alors, le temps tourne malheureusement très vite, ce qui fait qu'on avait un certain nombre d'autres exemples de ces convergences et de cette nécessité en fait de faire tomber un certain nombre de murs. Donc, pour la recherche, je pense qu'on ne rentrera pas dans les détails de Nexus 2025, mais les exemples que vient de donner Agnès sont intéressants, mais tout simplement aussi de penser en fait à la convergence, ne serait-ce qu'au niveau des institutions, puisque par exemple ce qui a été mis en place donc en 2017, c'est un haut conseil pour le climat, mais à quand un haut conseil pour le climat, la biodiversité et la santé? Je voulais évoquer rapidement, mais du coup, on va passer un petit peu ce moment-là, mais les entreprises sont elles aussi en train de se mettre en route avec plus ou moins de bonheur et effectivement, de temps en temps, avec de la peinture verte et de temps en temps des choix de solutions qui ne sont pas forcément les meilleures, mais aussi avec des vraies bonnes solutions et
donc, il y a tout un enjeu en fait, à bien accompagner ce mouvement des entreprises et à considérer, ça c'est dans le domaine de Sébastien, la santé des travailleurs, non pas uniquement au sein de l'entreprise, mais aussi tout autour de l'entreprise. Et puis de faire rentrer aussi les citoyens dans ces démarches de plaidoyer commun, comme on a pu le faire avec Sébastien, qui par exemple a fait intervenir l'association Citoyens pour le climat dans des journées, des journées de colloques justement de Santé publique France pour que des acteurs un petit peu extérieurs à la santé publique puissent aussi venir être représentés et parler donc de leur expertise avec des discussions qui vont être intéressantes puisque les associations citoyennes généralement ont l'habitude de faire le relais et entre guillemets la traduction de documents scientifiques en contenus qui sont plus facilement assimilables par le grand public. Donc ça, c'est un point qu'on a pu commencer à évoquer au printemps. Pour avoir des approches les plus communes possibles, ne pas séparer systématiquement le public et le privé, les institutions et les citoyens, et d'avoir des approches plus globales. Alors, on a beaucoup de questions. J'en ai deux groupes. Alors, il y a déjà eu, depuis un certain temps, et je m'en excuse, des questions qui étaient sur la capacité de stockage de carbone des écosystèmes et le fait qu'avec le changement climatique, certains écosystèmes pourraient être amenés en fait à devenir non pas capteurs de carbone net, mais émetteurs de carbone net. C'est une information qui est par exemple sortie sur l'Amazonie, qui cet été était devenue plutôt émettrice de carbone que captatrice de carbone. Agnès, un petit mot éventuellement sur cette partie, sur ce fait que effectivement les écosystèmes, à partir du moment où on les fragilise, peuvent se retourner avec un effet climat négatif. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point et c'est important en point complémentaire sur mon exposé qui portait vraiment sur la capacité de captage. Effectivement, les écosystèmes peuvent être émetteurs de CO2, notamment lorsqu'il y a des mortalités massives d'arbres, que ce soit par les feux de forêt ou pour d'autres causes. Un gros émetteur de carbone aussi, ce sera tous les écosystèmes qui sont au-delà du cercle arctique, avec la fonte du permafrost notamment. Donc, ça, c'est effectivement à reconnaître. Après, c'est presque inéluctable dans le contexte du changement climatique. Ça va juste renforcer ce processus. Donc, c'est un fait. On ne peut pas transformer ces écosystèmes autrement pour qu'ils n'émettent pas ce carbone. Donc, c'est assez angoissant quand on y pense. Mais là, c'est vrai que moi, j'avais vraiment mis l'accent sur la capacité de stockage et sur votre autre point qui concernait aussi à quel point, enfin, quelle est la capacité des écosystèmes à stocker du carbone dans les restaurants. C'est sûr que ça n'absorbera pas en plus tout ce qui pourrait être émis par des écosystèmes dégradés. Et juste, je suis retournée sur une publication de 2020, en tout cas sur ce qui concerne la restauration des écosystèmes, donc pas la préservation des écosystèmes actuels, mais la restauration des écosystèmes dégradés. D'après certaines estimations scientifiques, ça pourrait capter jusqu'à 30% du CO2 qui a été émis dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Donc, il y a quand même un fort potentiel, mais ça ne va pas se faire... Enfin, ça demande aussi plusieurs décennies, en fait. Donc, il y a une inertie du système qui va faire que les bénéfices ne sont pas directement observables. Et il y a un groupe aussi de questions alors, qui font suite au point évoqué tout à l'heure de frugalité et de diminution du PIB, ou plutôt de ne plus prendre le PIB comme seule boussole, avec des mentions de limitation de développement, de diminution des revenus. Et
là, on revient, à mon sens, à tout ce qui est les coûts cachés, puisque oui, bien évidemment, en revenant à quelque chose de plus frugal, il peut y avoir une impression de diminution. Et là encore, c'est dans la définition de ce qui est une vie réussie, etc., qu'on pourrait discuter pendant très longtemps de ces enjeux-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le coût de l'inaction peut être beaucoup plus élevé que cette diminution qui est volontaire. Et on a bien vu en 2020 qu'une situation inédite, imposée et involontaire est aussi beaucoup plus difficile à vivre qu'une évolution qui serait décidée. Mais pour ça, il faut changer un certain nombre de logiciels dans nos fonctionnements de société, sans se départir de ce qui est très important, parce que personne n'accepterait, par exemple, d'abandonner complètement la médecine, en tout cas la médecine post-révolution industrielle. Je ne suis pas favorable au retour de la saignée, je pense que Sébastien non plus. Non. Mais par contre, de pouvoir justement anticiper et limiter les choses qui, de toute façon, physiquement, sont en train d'arriver sur le monde et de s'y préparer au mieux. Et d'ailleurs, il y a un point qui est évoqué et qui est très souvent, qui parle très souvent en fait dans le domaine des associations sur le climat, sur l'environnement en général, c'est la question légale, la question juridique en fait du statut légal de la nature, qui est utilisé effectivement uniquement comme matière première, alors qu'il y a effectivement on pense souvent en France de grandes discussions sur des abattages d'arbres centenaires qui juste parce qu'ils gênent, parce qu'il faudrait les déplacer. Et donc là, il y a eu une réponse déjà qui a été... Ah oui, c'est quelqu'un qui surenchérissait. Donc effectivement, hein, le contexte... alors on voit bien déjà, ne serait-ce que par la difficulté de faire émerger le crime d'écocide, qui pour l'instant n'arrive pas à arriver. Et il y a des avancées au niveau de droit de la nature dans certains pays. Je ne sais pas exactement où en est la France. Oui, ça c'est quelque chose qui est souvent évoqué, et nous sur tout le travail, on a fait tout un travail sur les leviers juridiques qui sont disponibles en France et la marge d'opportunité qui serait à exploiter dans le cadre du droit français, et donner un statut juridique à certains éléments naturels en fait partie, hein, puisque comme l'IPBES travaille au niveau international, ils ont des exemples effectivement qui viennent d'Inde, de Nouvelle-Zélande, de Bolivie, où on a effectivement des cas avec des entités naturelles qui ont obtenu un statut juridique, et ça aide à les préserver, parce que en fait, les pollueurs ou les personnes ou industries qui dégradent ces entités naturelles peuvent du coup comparaître en justice. Alors en France, à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout l'impression qu'on soit dans cette approche-là. Il me semble que la loi biodiversité de 2016 créait les obligations réelles environnementales qui permet à des individus privés de donner une espèce de statut à des éléments naturels. Donc, ça ne donne pas une personnalité juridique à l'élément naturel, mais en tout cas, ça assure sa protection d'une certaine manière. Et je ne sais pas à quel point c'est utilisé. Moi, je n'ai pas plutôt entendu parler, par exemple, d'une rivière qui passe au fond d'une propriété ou quelque chose comme ça. Mais c'est la question sur les arbres en ville m'a évoqué ça, et je me suis demandé si ça pourrait être sous la forme d'une obligation réelle environnementale, mais si c'est que pour des terrains privés en ville, je ne sais pas comment ça peut s'appliquer. Mais voilà, non, en France, en tout cas, pas à ma connaissance, mais on a des exemples, on peut suivre la voie. Alors ensuite, il y avait une question spécifique sur le BTP, effectivement, comme Agnès le disait, des solutions qui intègrent relativement peu la nature, ou alors de manière très
avec une approche très ingénieure. Et effectivement, il faut voir beaucoup plus large. Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais pour les connaître avec mon passé industriel, le monde des architectes n'est pas aussi généralement le premier à changer très très vite ses habitudes. Mais là, on est aussi dans une convergence à avoir, hein, à ce que ces enjeux-là de comment on construit la ville doit être pensé aussi en termes de ces îlots de chaleur. Clairement, là, c'est beaucoup plus facile quand la ville n'est pas encore créée, quand la ville existe déjà. L'enjeu est beaucoup plus dur. Typiquement pour nous, je pense que c'est une des cibles que d'aller aussi discuter de manière assez prioritaire avec ces acteurs-là, avec ces chiffres, et de pouvoir aussi sensibiliser à ces questions de santé publique. Et effectivement, la question des arbres en ville me semble être aussi un point, et d'aménagement du territoire urbain me semble être aussi un point d'accroche extrêmement prometteur. Alors, nous venons de revoir revenir le visage d'Emeline, ce qui, malheureusement, je pense… Oui. Juste un tout petit peu de pub, mais qui devrait vous intéresser, c'est que l'agence organise le 8 avril prochain donc un événement labellisé présidence française de l'Union européenne sur la santé planétaire comme un levier d'action dans les politiques d'adaptation et d'atténuation. Donc, je communiquerai à Olivier et Emeline le lien. Ce sera une manifestation évidemment d'accès gratuit, mais qui fera intervenir un panel d'intervenants internationaux avec aussi une première session, une matinée qui sera dédiée à des enjeux assez généraux et de fondements scientifiques, à la fois sur les enjeux de santé, environnement, de changement climatique et de biodiversité, donc qui résumera bien aussi ce qu'on a évoqué aujourd'hui, et une après-midi dédiée plutôt à la déclinaison d'exemples au niveau de communes, avec des communes aussi bien des pays du Nord qu'on essaie d'avoir aussi des pays du Sud, enfin européens, hein, donc, on aura Pays-Bas, peut-être Espagne, qui vont venir discuter d'actions concrètes mises en œuvre sur les territoires. Donc voilà, je pense que ça peut intéresser quelques intervenants et évidemment les participants à cette session d'aujourd'hui.